Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je filme ceci le 16 avril. Et la grande nouvelle, c'est que le président Trump annonce que l'Iran a accepté de renoncer à son uranium hautement enrichi, ce qui serait probablement ce qu'il faut pour qu'un accord soit conclu et mette fin à la guerre. Parce que, dans la version trumpienne de la diplomatie, si une phrase sonne assez confiante sur un tarmac, elle est apparemment déjà à moitié vérifiée. La question est donc de savoir si on peut faire confiance aux Iraniens là-dessus. Il y a aussi plusieurs autres mises à jour de Trump, ainsi que d'autres développements sur ce qui se passe au Moyen-Orient à cette heure-ci, donc il y a beaucoup à couvrir. Le président Trump parlait aux journalistes alors qu'il montait à bord de Marine One, l'hélicoptère présidentiel de la Maison-Blanche. Plus que tout, ce que nous voulions obtenir des Iraniens, c'est leur uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire pour une arme nucléaire, et Trump semble convaincu qu'ils vont le remettre. C'est toujours la même mise en scène. Un maximum de certitude d'abord, les documents plus tard, et la réalité qui attend quelque part sur le côté qu'on l'invite à entrer. Sa position est que la chose la plus importante à faire est de s'assurer que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires, parce que si c'était le cas, les problèmes seraient énormes. Il dit que l'Iran a accepté cela, et qu'il l'a accepté avec beaucoup de force. Avec Trump, l'expression « avec beaucoup de force » sert souvent à porter tout le poids de détails qui, eux, ne se sont pas encore montrés. Il dit aussi qu'ils ont accepté de remettre ce qu'il a appelé la poussière nucléaire, qui se trouve profondément sous terre à cause de l'attaque menée avec les bombardiers B-2. Donc, selon lui, il y a beaucoup de terrain d'entente avec l'Iran et quelque chose de très positif va se produire. Donc, voilà Trump qui parle de cette poussière nucléaire qu'ils vont remettre en échange de la fin de la guerre et de la conclusion d'un accord. Mon problème avec tout cela est simple, et je veux parler franchement, je ne fais pas confiance aux Iraniens, et j'encouragerai les autres à ne pas leur faire confiance non plus. Ils mentent depuis 47 ans, depuis que le régime a pris le pouvoir. Il n'y a aucun moyen, à moins d'aller vérifier nous-mêmes, de garantir qu'ils ont réellement abandonné tout leur uranium enrichi. C'est précisément la partie que l'univers Trump traite toujours comme un accessoire facultatif, comme si la vérification n'était qu'une habitude bureaucratique agaçante au lieu d'être l'enjeu central. Cette vérification peut tout à fait se faire de façon pacifique. Il n'est pas nécessaire de procéder à un raid clandestin ou à quelque chose du genre. Mais à moins que les inspecteurs internationaux et les États-Unis ne soient autorisés à entrer, il n'y a aucun moyen d'en être certain, même si Trump affirme qu'ils ont accepté de ne jamais avoir l'arme nucléaire, qu'ils vont remettre tout leur uranium enrichi et qu'ils ne poursuivront plus l'enrichissement. Alors, on verra. Trump a aussi abordé l'idée d'une interdiction de l'enrichissement pendant 20 ans. La question posée était de savoir si un plan de 20 ans était le minimum nécessaire pour stopper l'enrichissement de l'uranium et si c'était le dernier point de blocage. La réponse de Trump, c'est qu'il existe une déclaration très forte selon laquelle, au-delà de 20 ans, ils n'auront pas d'armes nucléaires, mais qu'il n'y a pas réellement de limite de 20 ans. Donc, encore une fois, il dit que le plan de 20 ans n'est pas un vrai plan, tout en disant à la presse qu'ils ont déjà accepté de tout abandonner de toute façon. C'est le rythme habituel. Annoncer le cadre, rejeter le cadre, puis proclamer la victoire sur le cadre. Il est très difficile à l'heure actuelle de savoir exactement ce qui se passe. Trump dit aussi que les États-Unis ont une très bonne relation avec l'Iran en ce moment, aussi difficile que cela puisse paraître à croire. Selon lui, c'est le résultat d'environ 4 semaines de bombardement et d'un blocus très puissant. Et, à ses yeux, le blocus peut être encore plus puissant que les bombardements. Dans la rhétorique de Trump, chaque levier est toujours le plus puissant, chaque tactique est la tactique décisive, et d'une façon ou d'une autre, toutes gagnent en même temps. Il développe ensuite en disant que le blocus tient, que l'Iran ne fait plus aucune affaire et qu'il est incapable d'en faire à cause du blocus. Dans ce tableau, l'Iran n'a plus de marine, plus de forces aériennes, plus d'équipement antiaérien, et plus rien du tout, y compris ses dirigeants. Il dit qu'ils ont maintenant une nouvelle série de dirigeants et que ces dirigeants sont très raisonnables. C'est là que j'ai un autre problème majeur. Trump dit que les nouveaux dirigeants sont très raisonnables, mais je ne sais vraiment pas de qui il parle, parce que l'IRGC, les gens les plus extrêmes du pays, sont maintenant ceux qui ont le contrôle complet. Ce serait utile si le briefing contenait de vrais noms au lieu de l'habituel brouillard d'adjectifs optimistes. Il dirige le pays avec une arme pointée sur la tête de tout le monde, y compris du leadership politique. Ce sont les durs parmi les extrémistes. Donc, j'aimerais vraiment qu'on sache clairement qui sont exactement ces gens avec qui nous négocierions supposément et avec qui tout irait si bien. C'est peu, être vrai. Nous n'avons vu aucune preuve publique que ce soit vrai. Mais dans l'écosystème médiatique trumpiste, les preuves arrivent souvent en dernier, une fois que les applaudissements ont déjà terminé leur quart de travail. J'espère que c'est vrai
parce que ce serait une meilleure nouvelle pour le peuple iranien. Mais d'après les reportages d'hier, l'évaluation américaine est que ce sont justement les gens les plus extrêmes du pays qui dirigent maintenant. Ensuite, il y a la question de ce qui arrive si les pourparlers échouent. La question posée directement à Trump était de savoir si, en l'absence d'accord, le cessez-le-feu serait prolongé ou si les combats reprendraient. Sa réponse a été que s'il n'y a pas d'accord, les combats reprennent. Cela attire immédiatement l'attention sur le fait qu'il y a en ce moment des bombardiers Bunn en Angleterre. Ce sont des Bunn en Angleterre, armés jusqu'aux dents, prêts à intervenir immédiatement si la situation dégénère. Donc même pendant qu'on vend la paix, la mise en scène à l'arrière-plan ressemble encore à une bande-annonce de suite. Des bombardiers B-52 sont aussi en cours de déploiement là-bas avec beaucoup d'autres aéronefs et de bombes. Les armes sont en train d'être réapprovisionnées sur les navires de guerre dans le Golfe et dans toute la région. Donc, ce cessez-le-feu est aussi utilisé comme une occasion de se recharger. Évidemment, cela ne veut pas dire que les bombardements vont reprendre, mais cela veut dire que les options sont là pour Trump si les négociations échouent. Encore une fois, la situation n'est pas claire. Beaucoup de choses différentes sont dites. Je dis toujours qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui est dit, mais regarder les mouvements sur le terrain. C'est important, parce que la ligne publique de Trump sonne souvent comme 3 conférences de presse qui se disputent à l'intérieur du même paragraphe. Des milliers de soldats supplémentaires sont déplacés. Des bombardiers sont en mouvement. Toutes les pièces sont en place pour que cela puisse repartir, et il faut regarder cela avec lucidité et sang-froid. Fait intéressant, il y a aussi eu un cessez-le-feu que Trump a annoncé aujourd'hui entre Israël et le Liban. Amichai Stein, de I24 News en Israël, a rapporté que des ministres israéliens étaient furieux pendant la réunion du cabinet de sécurité parce que Trump a annoncé le consentement d'Israël à un cessez-le-feu avant l'approbation du cabinet de sécurité. C'est tout à fait la méthode Trump. Annoncer la fin d'abord, puis laisser tout le monde courir après le scénario. Donc, selon ce reportage des médias israéliens, les Israéliens sont très mécontents du président Donald Trump parce qu'un cessez-le-feu avec le Liban a été conclu et entre en vigueur. Avant que cela entre en vigueur, les deux camps tentaient de porter leur dernier coup. Des renseignements en source ouverte ont capté des chasseurs israéliens dans tout le ciel du Liban, avec de lourds bruits d'avions de chasse dans les airs. Il y a aussi des images de roquettes lancées du Liban vers Israël par le Hezbollah avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et on peut entendre les intercepteurs. Chaque camp essayait d'infliger le plus de dommages possible avant le début du cessez-le-feu. C'est très normal dans le contexte d'un cessez-le-feu. C'est classique. On peut aussi voir une partie des conséquences des frappes du Hezbollah, avec des incendies au sol causés par des tirs de roquettes et possiblement par des débris d'intercepteurs. Un autre rapport intéressant indique que la marine israélienne a révélé que son unité d'élite Shayetet 13 a mené une rare mission de longue portée pendant la guerre en opérant à des milliers de kilomètres d'Israël, dans un territoire où elle n'était encore jamais entrée. À mon avis, cela renvoie au golfe Persique, juste au large des côtes iraniennes. Aucun détail n'a été fourni sur le moment, le lieu ou la nature de l'opération. La marine a aussi confirmé un déploiement record avec un sous-marin opérant à la plus grande distance jamais atteinte par la flotte israélienne. Des sous-marins ont été actifs sur 3 théâtres distincts en même temps, répartis sur de très grandes distances. Pendant le conflit, les forces navales ont géré plus de 40 incidents de menaces aériennes en interceptant des dizaines de drones. Les navires de guerre ont mené 53 frappes au Liban et 6 à Gaza, tandis que le renseignement naval a soutenu la planification d'environ 95 frappes aériennes à l'intérieur de l'Iran. Israël révèle donc avoir mené une mission secrète de sous-marins. Nous ne connaissons pas exactement les détails de ce qui s'y est passé, mais c'est intéressant, et c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Il y a aussi une mise à jour concernant le détroit d'Ormuz. Le commandement central des États-Unis a annoncé que, depuis le début du blocus, il y a 72 heures, 14 navires ont fait demi-tour pour se conformer au blocus sur instruction des forces américaines, alors que celles-ci poursuivent le blocus en cours contre les zones côtières et les ports en Iran. Donc, 14 navires qui tentaient de sortir du détroit d'Ormuz en transportant du pétrole iranien ont maintenant été refoulés. Et c'est précisément là que le discours favorable à Trump part toujours en surchauffe, parce que chaque navire qui fait demi-tour est traité comme un point culminant de cinéma plutôt que comme une donnée parmi d'autres, dans une réalité beaucoup plus désordonnée. Enfin, ce n'est pas directement lié, mais c'est adjacent. L'armée américaine a remis sa dernière base en Syrie à l'armée syrienne et a complètement retiré ses forces du pays après 11 ans.
La seule présence militaire américaine restante sera un petit détachement de sécurité à l'ambassade à Damas. L'armée américaine est en Syrie depuis plus d'une décennie. Après le début de la guerre civile syrienne, l'État islamique ISIS a pris de l'ampleur en Irak et en Syrie. Les États-Unis sont intervenus pour contenir cette menace et ont établi des bases en Syrie, et maintenant ils se sont totalement retirés. Donc, au moment où je filme ceci, le président Trump dit que les Iraniens vont remettre leur uranium enrichi, mais en même temps, il dit aussi que la guerre pourrait reprendre. Encore une fois, il y a énormément de choses très étranges qui se passent en ce moment. Cette contradiction est au cœur de toute la présentation trumpienne. La paix serait proche, mais l'escalade reste garée juste devant, moteur en marche. Je vais continuer de suivre cela et de le surveiller. La situation est très fluide, et tout cela pourrait changer d'ici demain matin. Surtout parce que des éléments sont en train d'être mis en place pour poursuivre la guerre. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.